c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je reviens avec un petit peu d'absence, on va pas se mentir. J'ai été absent pendant 2-3 semaines parce que j'ai un mémoire à écrire et que je suis un petit peu dans la merde, voilà. Aujourd'hui, je viens de vous parler d'une petite passion que j'ai dans la vie de tous les jours. Il faut savoir que j'adore l'émission Faites André l'accusé. Et genre je l'adore. Je les ai quasiment tous vus, genre non, je les ai pas tous vus. J'en ai vu quand même vraiment une bonne part de ceux qui sont dispo sur YouTube et ceux que j'ai pu voir du coup en direct à la télé. Il fait une chaleur mais je dégouline et je me dis quand, là quand je tourne la vidéo demain c'est encore pire, on va atteindre les 40 degrés. J'ai envie de crever littéralement. Donc Faites André l'accusé, c'est une émission qui passait sur France 2. Je sais pas s'il est encore en diffusion, je sais pas s'il continue à en faire. Mais en tout cas bon, elle est multi-rediffusée hein. Enfin genre souvent vous pouvez tomber dessus les après-midi sur France 4 ou alors sur les chaînes genre 23 et tout là. Voilà, donc c'est présenté par Christophe Ondelat. Donc non, il y a une nouvelle présentatrice mais j'aime un peu moins cette présentatrice. Alors Christophe Ondelat, on en pense ce qu'on veut mais il raconte super bien les histoires. Et en fait moi ce que j'aime dans Faites André l'accusé c'est qu'on voit vraiment le schéma, comment ils ont réussi à résoudre l'enquête. Ça j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment fait avec beaucoup de minutie. Il y a beaucoup de témoins qui parlent aussi, enfin voilà. Et du coup je vous ai... Pardon, je suis désolé mais je transpire, c'est une catastrophe. Du coup je vous ai sélectionné 5 affaires qui sont dispo sur YouTube, des affaires criminelles. Et en fait moi ce que j'aime bien en fait c'est vraiment des histoires quand même assez ouf en soi. Et généralement la plupart des histoires en fait, la police a foiré quelque part, voilà, ou les journalistes ont foiré quelque part quand c'est pas les deux. J'ai pas inclus l'histoire du petit Grégory parce que elle est beaucoup trop connue. Allez voir la mini-série sur Netflix Grégory, simplement, elle est trop bien. Je sais pas, c'est vrai qu'ils connaissent pas l'affaire Grégory, franchement ça vaut le coup d'œil. J'ai pas non plus inclus l'histoire de Xavier Dupont-Ligonnès. Alors, mon rêve ultime, je pense sur cette terre, c'est qu'un jour on retrouve Xavier Dupont-Ligonnès. Ils nous ont fait d'ailleurs un prank l'année dernière, genre en mode non désolé, c'est pas lui en fait. Voilà, qui est à l'aéroport. Ils ont arrêté du coup un autre mec mais qui avait rien à voir. Mais en plus il y a un truc hyper drôle dans l'argumentation, c'est que les policiers ont dit putain quand on l'a trouvé franchement on l'a pas reconnu. Bah ouais, tu m'étonnes que tu l'aies pas reconnu vu que c'était pas lui. Voilà, donc c'est aussi, l'histoire est assez ouf. D'ailleurs il y a un fait très accusé là-dessus, l'histoire est ouf aussi pour ceux qui connaissent pas. Du coup je vous ai sélectionné 5 histoires franchement qui valent le coup de deuil. On commence maintenant, donc je vous partage ici mes réseaux sociaux, du coup c'est Baloubalex pour Twitter et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous, blablabla. On commence du coup avec la première affaire qui est l'affaire Alain Lamarre. Alors, Alain Lamarre est un... En fait je vais pas vous le dire parce que franchement ça va tout gâcher. En fait c'est l'histoire en fait de voitures qu'on retrouve brûlées, voilà, avec des papiers à l'intérieur, enfin une histoire un peu on va dire, voilà quoi, pas spécialement, enfin pas ouf quoi, il n'y a pas de meurtre et tout, c'est juste des voitures qui disparaissent. Sauf que dans ces voitures on va commencer à retrouver des objets en fait qui pourraient faire penser qu'il ferait un attentat, enfin voilà. Et en fait parallèlement à ça, il y a eu le meurtre d'une jeune femme, je vais vous retrouver le nom, d'une femme qui a 17 ans qui s'appelle Karine. En gros voilà, on la retrouve dans une voiture, voilà, violée et tuée quoi, enfin un peu horrible. En fait du coup ce criminel en fait nargue les policiers en disant vous allez jamais me trouver, je vous ai devancé, nanana. Et du coup ce type franchement devient un meurtrier. Il envoie des lettres vraiment assez bizarres à la police, genre la prochaine fois je toucherai le cœur ou je tuerai le cœur, je sais plus exactement, mais vous voyez en fait vraiment il nargue les policiers. Et en fait cette affaire elle est connue parce qu'en fait ça a été un énorme foirage de la police et de la gendarmerie en fait qui se concurrençaient en fait un petit peu sur cette affaire là pour savoir qui trouverait la personne en premier. Et en fait il y a un énorme plot twist à la fin, vraiment un énorme plot twist, je vous le dis pas. Où en fait, cette compétition en fait, entre la police et la gendarmerie va faire que fait brouiller les pistes et en fait va faire perdre du temps sur l'enquête. C'est une histoire vraiment ouf, ça se passe dans les années 70 et c'est cool parce que franchement ça fait vraiment un peu jeu de piste. Je sais pas comment on pourrait dire mais un peu trouver qui est l'assassin et tout, enfin ça rappelle un peu les vieilles histoires, un peu les Hercule Poirot moi je trouve. La deuxième histoire dont laquelle j'ai envie de vous parler, donc qui est aussi dispo sur YouTube, sur la chaîne officielle Faites André l'accusé, c'est l'histoire de Jean-Claude Renan. Alors Jean-Claude Renan est un médecin à l'OMS, voilà, avec des guillemets partout aussi. Et en fait, ce type, pendant 15-18 ans, en fait, va totalement s'inventer une vie. Il va faire croire à sa famille qu'il est médecin à l'OMS, qu'il est chercheur là-bas. Il va arnaquer toute sa famille, voilà, parce qu'en fait, il a aucune thune. Donc du coup, il arnaque totalement sa famille en faisant croire qu'il fait des placements en Suisse, nanana et tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, c'est vraiment la mythomanie, mais vraiment à son
paroxysme clairement. Donc je vous en dis pas plus, franchement c'est une histoire oufissime, vraiment, mais c'est hallucinant cette histoire. Ça se termine mal, comme dans toutes les histoires de Faites entrer l'accusé en fait. C'est très intéressant en fait de voir comment la justice en fait a traité ce cas-là de mythomanie. Est-ce que ce mec est coupable? Est-ce qu'il n'est pas coupable? Troisième histoire, c'est le procès d'Outreau. Alors c'est un procès qui a été ultra médiatisé pendant les années 2000, donc je crois que c'est en 2004, 2005, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est même fini genre en 2009, hein, voilà, ça a duré, c'était un feuilleton clairement le truc. Et en fait, donc du coup, c'est une histoire donc tragique de viol sur mineurs, de prostitution, enfin un truc hyper glauque et tout. Et en fait, cette histoire elle est connue parce que ça a montré d'énormes dysfonctionnements dans le fonctionnement de la justice. Donc en fait des cas de viol et d'abus sexuels, donc je sais que c'est pas un terme qu'il faut utiliser, mais enfin voilà je sais pas comment on pourrait dire, enfin voilà on va dire d'abus sur des enfants sont signalés à la police. Et en fait les enfants vont désigner 14 personnes voilà, qui les auraient violés, qui les auraient touchés, enfin voilà des trucs bon c'est très glauque hein, comme histoire clairement. Et en fait du coup pendant ce procès, 4 personnes, donc la mère de certains enfants, donc Myriam Badawi, plus son mari, enfin voilà, plus 14 autres personnes en fait vont être jugées pendant ce truc. En fait je pense que je vais pas vous détailler, 14 de ces personnes là en fait n'y sont absolument pour rien. Et en fait ça a montré d'énormes dysfonctionnements dans la justice, dans l'enquête policière. En fait on a vraiment trop donné de crédit en fait à la parole des enfants. On a vraiment pas cherché en fait à recouper les faits. Du coup en fait 14 personnes ont été placées en prison en fait pendant des années en fait qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc c'est une histoire très glauque franchement. Donc voilà, et puis du coup ça a vraiment mis en lumière tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la justice, voilà, dans les gardes à vue aussi, voilà, et aussi dans la parole des enfants et les juges, et le juge, donc le juge d'Outreau, qui a du coup en fait s'est senti un peu pousser des ailes parce qu'en gros c'était une affaire tellement médiatisée, donc il aurait pu avoir en fait une sorte de lumière sur lui, et en fait a complètement foiré et a détruit la vie de 14 personnes. Donc c'est une histoire horrible, très glauque en plus moi je trouve, mais super intéressante vraiment pour comprendre le fonctionnement de la justice et des problèmes en fait qu'il y a eu dans cette affaire. Quatrième affaire du coup que je vous ai sélectionné, c'est l'affaire des frères Jourdain. Alors c'est une histoire, bon c'est assez court en fait au final, il y a assez peu d'éléments en fait. En fait 4 jeunes filles vont fêter Halloween là, dans le nord de la France, et en gros le lendemain elles ne reviennent pas à la maison. Donc direct les parents ils vont au commissariat en fait pour signaler une disparition. La police va pas du tout les prendre au sérieux et leur dire non mais c'est une fugue, elles vont revenir, nanana. Les parents vont devoir organiser du coup pas la fouille mais les recherches eux-mêmes en fait, et voilà, et en fait c'est que genre quasiment genre 2-3 jours après que la police va vraiment s'intéresser à l'affaire. Donc tous ces jours de perdu, voilà, parce que la police n'a pas fait son travail clairement. Les parents en fait vont vraiment mener une enquête policière, ils vont se baser sur une camionnette qu'ils auraient vue du coup sur les lieux du crime, enfin voilà. Je vous décris pas plus. Et c'est que 9 jours plus tard du coup qu'ils vont retrouver les personnes qui ont fait ça. Donc ce sont les frères Jourdain qui ont tué les 4 gamines. Enfin voilà, les détails du truc c'est horrible, mais c'est d'une... Alors le meurtre a été d'une violence. Donc l'horreur du crime déjà va vraiment susciter un émoi voilà, dans toute la population française. Mais du coup aussi savoir c'est d'avoir des conséquences en fait sur le rôle de la police là-dedans. Genre pourquoi ils ont pas réagi plus tôt, pourquoi en fait ils ont un peu envoyé balader les familles. Et aussi surtout ce sont des personnes qui ont déjà récidivé pour des faits de viol et de violence. Et donc du coup ça va poser une question sur la récidive des personnes. Donc est-ce que ces personnes-là doivent vraiment se trouver en liberté? La prison, est-ce qu'elle joue vraiment son rôle aussi dans la réhabilitation des personnes, de les remettre un peu dans le droit chemin entre guillemets? Et en fait pas trop là visiblement. Donc vraiment ça va créer un émoi vraiment au niveau national. Dernière affaire dans laquelle je voulais vous parler, donc ça c'est une affaire super connue, c'est l'affaire Véronique Courgeot des bébés congelés. Là je voulais parler de cette affaire parce que vraiment elle est rentrée en fait dans la pop culture, enfin ça a dépassé en fait le stade vraiment du meurtre sordide. C'est vraiment devenu un truc dans la pop culture. Donc en gros c'est des enfants qui ont été retrouvés congelés en fait dans un congélateur. Voilà, c'est le père qui va trouver ses bébés dans son congélateur à Séoul. Du coup il a pris de la police et en fait du coup les parents vont être mis en examen. Ils vont clamer leur innocence, le père, la mère vont vraiment clamer leur innocence en disant que c'est pas leur enfant, on sait pas ce qu'ils font là et tout. Et là en fait au test ADN c'est bien leur enfant. Donc le père dit non moi j'ai rien à voir là-dedans, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas et tout. La mère en fait va passer aux aveux et dire qu'en fait du coup quand le mari faisait des allers-retours entre la France et Séoul, elle a accouché en fait d'un enfant sans qu'elle le sache, et du coup par déni de grossesse, et du coup dans la panique je sais pas comment on pourrait dire, elle a décidé de tuer son gosse et de le congeler. Donc enfin l'histoire elle est vraiment
horrible, enfin vraiment plus, enfin là clairement c'est du pain béni, clairement pour les médias, pour feuilletonner le truc, enfin vraiment c'est du pain béni. Enfin, après, vous savez, on va faire le portrait psychologique de la mère, enfin voilà quoi. Je dis pas le verdict, parce que c'est intéressant, je trouve, le verdict sur la culpabilité ou pas des personnes dans ces cas-là, c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment une affaire intéressante pour voir vraiment comment le tapage en fait médiatique autour de ça peut grossir un truc et faire vraiment que ça rentre carrément dans la pop culture en fait. Enfin vraiment maintenant bébé congelé, enfin c'est devenu on fait des vannes sur ça quoi. Alors enfin ça a dépassé un stade, je trouve ça quand même assez hallucinant en fait. Et en bonus, moi en fait donc malheureusement je trouve plus le fait d'entrer l'accusé sur YouTube, c'est en fait l'affaire Viguier. Donc en fait il y a un film génial qui a été fait là-dessus, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Une intime conviction, de Marina Foïs qui joue dedans. Donc c'est en fait dans les années 2000, il y a un couple qui était un peu en crise clairement, voilà, parce que le mari avait trompé sa femme avec une de ses étudiantes. Et en fait du jour au lendemain, Suzanne Viguier en fait disparaît. On sait pas où elle passe, enfin on sait pas où elle est, enfin voilà. Et tout de suite en fait on va accuser le mari de l'avoir tuée. Sauf que dans ce procès il y a ni corps, ni arme, ni même la notion de meurtre. En fait on sait même pas si vraiment elle est morte, on ne sait pas où elle est. En fait on va direct accuser le mari, qui s'appelle Jacques Viguier, voilà, on va direct l'accuser, on va tout lui trouver comme quoi c'était un psychopathe et tout. Mais en fait on a ni corps, ni arme, ni vraiment de meurtre, on a même pas de preuve comme quoi le meurtre a eu lieu en fait. On a la tête juste disparue, elle s'est barrée en fait tout simplement, on n'en sait rien. Et cerise sur le gâteau, c'est que cette personne-là avait un amant, voilà, une personne qui se présentait comme son compagnon, qui en fait va complètement subordonner certains témoins en leur disant ouais tu dis que t'as fait ça, tu dis que t'as fait ça, avec la babysitter. En fait il a vraiment manipulé la babysitter des Viguier, enfin c'est hallucinant franchement, je vous jure, mais allez voir cette histoire, c'est hallucinant. Et là aussi ça a mis en fait en lumière vraiment en fait la place des médias dans une affaire comme ça, voilà, en fait, où en fait on va totalement, enfin on se détache totalement du récit policier en fait, enfin voilà. Ils ont trouvé en fait un peu un coupable idéal qui pouvait totalement passer, et en fait on a zéro preuve que ce soit lui en fait, et rien ne correspond aussi dans son emploi du temps. Il y a rien vraiment en fait qui indique qu'il ait pu en fait genre tuer sa femme, genre il y a aucune heure comment dire, il y a aucune date qui correspond et tout, enfin voilà. Et par contre l'autre mec, c'est lui qui l'a vu en dernier, hein, son compagnon amant, vraiment on s'en bat les couilles, enfin voilà, il a subordonné les témoins, voilà, et en fait vraiment il a quitté, il y a rien du tout. C'est super intéressant de montrer alors en plus c'est Éric Dupond-Moretti qui a été l'avocat de Jacques Viguier, donc qui a donné encore plus un côté à l'affaire. Donc je vous conseille, donc il y a des reportages qui existent sur YouTube, mais bon, rien ne vaut la qualité d'un bon fait entre l'accusé, je vous le dis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Franchement moi j'aime bien en fait les enquêtes policières, je trouve ça hyper intéressant de voir comment fonctionne la justice ou le rôle des médias là-dedans, donc c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment des cas emblématiques un peu en fait de ce qu'il faut pas faire en matière de justice et de couverture médiatique. Voilà, je vous embrasse, vive la France et vive quoi, j'en sais absolument rien. Je vous embrasse, Covid m'en vôtre, balou.